Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 20e épisode de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Continuons notre voyage étrange au milieu des exhibitions de phénomènes humains. Comme dit dans l'opus précédent, la catharsis devant des altérités radicales passe souvent par le jeu, la dérision, la monstration, voire l'exploitation des personnes handicapées et des... Après avoir exploré comédies, renversements carnavalesques et fêtes des fous dans la dernière vidéo, levons le rideau sur les aristos et leurs invalides de compagnie. Depuis l'Antiquité, en effet, rois et nobles ont eu la passion de se faire accompagner et servir par des gens hors normes. Géants, siamois, femmes et hommes hypervelus, nains, bossus ont tout particulièrement eu la préférence des cours princières. La femme à barbe, Helena Antonia, était bouffonne, Mais t'es vraiment une bouffonne en fait. et dame de compagnie de la reine Constance d'Autriche vers 1550. Margrethe Halseberg, connue comme la femme aux deux barbes, vivait à Bâle au XVIe siècle et a elle aussi été coqueluche de son temps. On connaît également la famille González, dont plusieurs membres étaient atteints d'hypertrichose. Dans la famille tout velu, je voudrais le père. Pedro González, le paternel, a été envoyé à Henri II comme un véritable trésor en raison de son visage intégralement poilu. La fille de la famille, Antonieta González, est passée à la postérité grâce au portrait que la peintre Lavinia Fontana a réalisé d'elle en 1559. Un tableau qui, contrairement à beaucoup d'autres représentations de monstres à cette époque, ne dégage aucun voyeurisme, mais se distingue au contraire par sa grande bienveillance. Pour rester dans l'univers pictural, en Espagne, Diego Velázquez a tiré le portrait à de nombreux phénomènes humains qui vivaient à la cour. Et sous le pinceau de Giuseppe de Ribera, citons également Magdalena Ventura, une femme à barbe âgée de 52 ans, en compagnie de son mari et de son bébé qui tète son sein. L'inscription à droite du tableau débute par les mots latins « En magnum natura miraculum », ce qui signifie « un grand miracle de la nature ». Car oui, comme les premiers épisodes de la série l'ont expliqué, le handicap a été sujet à moult tentatives d'explication surnaturelle. Conséquence du péché ou de l'action du diable, présage, miracle, occasion de manifestation de la créativité divine. Sérieusement. Comment voulez-vous que moi je crois en un mec qui a créé ça, Michel? À son image. on dit, pareil, hein, que Dieu a créé l'homme à son image? J'ai un doute. Un des plus célèbres phénomènes de cour était un nain du nom de Nicolas Ferry, surnommé Bébé. Il appartenait à Stanislas, duc de Lorraine et ancien roi de Pologne. À 22 ans, Nicolas mesurait 70 cm et souffrait d'une vieillesse précoce qu'il a terrassée après une longue agonie en 1764. Le roi lui a alors financé de magnifiques funérailles. Un tel acte traduit la profonde ambivalence des puissants face à leurs monstres. Certains ont fini par leur témoigner une vive considération au point d'offrir ce genre de manifestation d'attachement. D'autres ne les traitaient que comme des jouets, des curiosités amusantes, voire les livraient aux moqueries de la cour. Tu n'es qu'un jouet! Et parfois, les deux attitudes se mélangeaient, mettant la personne handie dans une position de fétiche, prise entre les deux feux que sont l'affection de ses maîtres et son statut d'objet rigolo. Les souverains espagnols ont tout particulièrement apprécié la présence de phénomènes humains à leur cour. Philippe Ier, Frédéric III, Charles Quint, Philippe II, Philippe V disposaient de bouffons en quantité mémorable. Les cours italiennes n'ont pas été en reste dans cette passion pour les êtres hors normes. Les plus grandes familles de la Renaissance, Orsini, Borgia, Colonna, Visconti, en disposaient et les faisaient même poser avec eux sur certains tableaux. L'excellent roman historique de Philippe Cavalier, intitulé « Le Parlement des instincts », suit justement les aventures d'un nain du XVIe siècle dans diverses cours européennes et notamment en Italie. Les princes de l'Église nourrissaient la même passion. Le pape Léon X avait un bouffon du nom de Barbarello.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le cardinal Vitelli a sûrement compté parmi les plus hauts records de possesseurs de monstres. 34 nains. Réunis un jour pour servir les convives lors d'un banquet. Eh non mais sérieusement, 34 ! Il devait se sentir chasseur de Pokémon. Il aura toutefois une sérieuse concurrente au XVIIIe siècle en Russie. Tous nos applaudissements pour la dresseuse de pour la collectionneuse de nains et d'estropiés qu'était la tsarine Anna Ivanovna. L'impératrice se passionnait pour les personnes difformes dont elle aurait rempli un étage entier de son palais. Le roman de Henri Troya, L'étage des bouffons, dépeint d'ailleurs le parcours de l'un de ces Andis du Pokédex personnel d'Anna Ivanovna. Elle collectionna des nains, des naines, des infirmes, chacun portant un sobriquet, comme par exemple Beznochka, la femme Kudjat, ou Borbouchka, la bossue. Un jour, la tsarine organisa un mariage grotesque entre le nain Mikhail Alexievitch Galitsine et Anna Bougeninova, une vieille kalmouk apparemment si laide qu'elle aurait apeuré les prêtres. L'impératrice a, à cette occasion, trouvé intéressant de faire dormir les jeunes mariés dans un palais en bloc de glace construit sur son ordre en 1740. Super! J'en ai 2 pour le prix d'un! On va rentrer et on va se marrer. Au XVIIIe siècle toujours, l'Angleterre accueille Joseph Borowlaski, né en Pologne en 1739. Il atteindra 77 cm et sera affublé du surnom de Joujou. Musicien, polyglotte, très intelligent, il écrira son autobiographie, Mémoire d'un nain célèbre, contenant un récit curieux et fidèle de sa naissance, de son mariage et de ses voyages, écrit par lui-même. Oui, on avait le goût de la concision au XVIIIe siècle. Le prince de Galles a publié à ses frais le manuscrit de Joseph. Son épouse et lui ont visité plusieurs pays d'Europe, drainant avec eux une vraie notoriété et séduisant de nombreux grands de ce monde. En France, car oui, nous ne sommes pas en reste, Cocorico, un bouffon mythique, est celui de François Ier, nommé Triboulet. Microcéphale, affublé par ailleurs d'un dos recourbé, de jambes courtes et tordues, de bras trop longs, il se fait remarquer par son esprit brillant et son grand sens de la répartie. Rabelais le fait même figurer comme fou sage dans son Pantagruel. Au XIXe siècle, Triboulet sera immortalisé par Victor Hugo dans sa pièce Le Roi s'amuse, puis par Verdi qui adapte en musique la pièce de notre Totor national. Triboulet devient alors Rigoletto dans l'opéra éponyme. Très insolent, Triboulet aurait régulièrement dépassé les limites, mais toujours su demeurer aimé et protégé du roi. Ceci dit, les histoires de phénomènes de cour sont loin d'être toujours aussi réjouissantes. Disons quelques mots d'Eugenia Martínez Vallejo, une jeune espagnole qui, à seulement 6 ans, devint monstre du roi Charles II. Ce statut, elle le doit à son poids exceptionnel, aujourd'hui attribué au syndrome de Prader-Willi. Surnommée le monstre, la petite fille a été exhibée comme curiosité et peinte par Juan Carreño de Miranda à l'occasion de 2 tableaux au titre très élégant et respectueux, voyez plutôt, le monstre habillé et le monstre nu. La jeune fille fut déshumanisée sa vie entière. Elle meurt à seulement 25 ans en 1699. Son histoire est un exemple tragique de l'exploitation par les grands du passé des personnes porteuses de particularités physiques. À ce stade, vous l'aurez compris, l'histoire a retenu des dizaines de noms de personnes andis ayant servi de monstres, de phénomènes de compagnie, de bouffons. Tous les citer seraient fastidieux, voire impossibles, mais on peut à présent se poser une question qui les englobe. Pourquoi donc ce jeu des puissants avec le handicap ? Alors, il n'y a pas de réponse univoque à cette question, et nul n'a sondé les cœurs et les reins de ces têtes couronnées. Toutefois, il est possible de formuler des hypothèses. C'est ce qui a été fait par les disciplines de la psychologie et de la philosophie quand elles se sont penchées sur le sujet. On peut supposer d'abord une réponse à l'angoisse que constitue le fait de se trouver confronté à un phénomène hors norme. Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière. Un butor sanguinaire au croc d'acier, monstre fou qui se joue de la mort.
En effet, est anormal ce qui rend caduques les lois et les cases habituelles de la compréhension. L'altérité radicale met notre confort de pensée face à des énigmes, à des problèmes, voire à des casse-têtes. Dans son cours « Les anormaux » du 22 janvier 1975, Michel Foucault donne l'exemple des Siamois comme cas de transgression d'une de nos conceptions les plus élémentaires, un corps égale une identité. L'un qui est deux, deux qui sont un. Ce type de monstre, dit-il, va frontalement contre les statistiques et les normes sociales. Faut-il considérer qu'on a eu un enfant ou faut-il considérer qu'on a eu deux enfants ? J'ai retrouvé trace, mais malheureusement, je n'ai pas pu savoir où étaient les pièces du dossier, du procès, ni comment on pourrait le savoir, de l'histoire de deux frères siamois dont l'un avait commis un crime. Et le problème était de savoir si on allait en exécuter un ou deux. Si on exécutait l'un, l'autre mourrait, mais si on laissait l'innocent vivre, il fallait laisser l'autre vivre. C'est en cela qu'apparaît effectivement le problème de la monstruosité. En somme, serait anormal ceux qui mettraient les lois et l'habituel dans l'embarras, voire en dilemme. Mais quel rapport, me direz-vous, avec nos souverains et aristos collectionneurs d'andis ? Précisément, cette relation de la personne hors norme à la transgression. Nobles et monarques s'offraient des bouffons, avec cette coutume voulant que ces êtres atypiques soient les seuls à pouvoir taquiner le Seigneur et lui dire ses quatre vérités. Le bouffon, en tant qu'être d'exception, est en cela perçu par le roi comme un genre de double. Autre hypothèse, comme on l'a vu, les phénomènes humains servent de défouloir par la catharsis et la moquerie, et cela parce que l'individu ordinaire voit dans un autrui atypique un insaisissable, quelque chose qui le dépasse, le gêne, le trouble, l'effraie. Les gens sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur. En grandissant, ton rire va s'accentuer et va devenir encore plus effrayant. Enfin, pour un souverain, avoir une curiosité auprès de soi véhicule un message politique. Le prince sait protéger son peuple, tout comme il protège la créature difforme et la réintègre à son ordre. Le prince maîtrise même le hors-norme, et en prime, cela peut lui offrir une image de dirigeant charitable, prenant un handi sous son aile, et ouvert à la critique du bouffon. De là, il n'y a qu'un pas à penser que ces phénomènes de cour jouissaient de privilèges. Ce pas, Ronsard l'a franchi, par ironie, dans son recueil « Livret de folastrie » publié en 1553. Dans un sonnet fort épicé en second degré, le poète se plaint de n'être pas invalide, car ainsi il aurait eu un travail et une place à la cour. Ah, maudite nature, pourquoi m'as-tu fait, si droitement formé d'esprit et de corsage? Que ne m'as-tu fait nain, ou chevelu sauvage, niais, badin ou folle, ou monstre contrefait? Si j'étais nain, j'aurais toutes choses à souhait, j'aurais 60 sols par jour et davantage, j'aurais faveur du roi, caresse et bon visage, bien en point, bien vêtu, bien gras et bien refait. Ah, que vous fûtes folles, mes parents, de me faire, pauvre écolier latin. Vous deviez contrefaire mon corps ou me nourrir à l'école des fous. Ah, ingrate chanson, ah, malheureuse muse, rompez-moi par dépit flûtes et cornemuses, puisqu'aujourd'hui les nains sont plus heureux que nous. Et là tout de suite, en relisant ça, je m'aperçois que des gens tiennent aujourd'hui ce type de discours, mais premier degré. Enfin, sur ce, un peu de sérieux. Oui, ce curieux statut de monstre de cour, qui choque à juste titre, a effectivement mis à l'abri du besoin certaines personnes très lourdement handicapées. Et comme on l'a vu, quelques-unes d'entre elles sont devenues de véritables stars. Mais pour une personne handi à la cour, bénéficiant des faveurs d'un prince, et encore, il fallait voir les moqueries qu'elle se prenait. Combien de milliers mouraient jeunes, mendiaient, végétaient dans des hospices jusqu'à la fin de leurs jours. Une macabre conséquence de la passion des cours pour les gens hors normes, ça a été le commerce d'handi. Et oui, faut bien fournir la clientèle. Et parfois, quand on manque de véritables infirmes, on opte donc pour la contrefaçon. Toutes les époques ont évoqué des élevages et fabrications d'estropiés. Longin, auteur grec du 1er siècle, note au chapitre 44 de son ouvrage sur le sublime: donc, si du moins on peut se fier à ce que j'entends, de la même façon que les cages où l'on élève les pygmées, qu'on appelle des nains,
non seulement empêche la croissance de ceux qui y sont enfermés, mais encore les estropie par la prison qui contraint leur corps. Ainsi, tout esclavage, fût-il le plus juste, on pourrait le déclarer la cage et la prison commune de l'âme. Cette pratique du moulage sur de jeunes enfants est dépeinte par Victor Hugo dans L'homme qui rit. Il y fait un jeu de mots grinçant, un nain doit être commencé petit. Dans ces mêmes pages, toujours sur une note forte d'humour noir, Hugo ajoute à propos des caisses adaptables à l'infirmité que tu désires créer, « C'est commode, on peut d'avance se commander son nain de la forme que l'on veut. » Les grands de ce monde ont le droit de rire. Ils veulent rire. Pour rire, tout est permis. Oh les cœurs! Voici le spectacle de l'exploitation des malheureux par les heureux! Un enfant joujou pour les hommes, ça existe. Et un bossu, quelle joie. Ce roman, L'homme qui rit, raconte les aventures de Gwynplaine, un petit garçon mutilé par des brigands pour en faire un monstre de foire. D'ailleurs, les commentateurs littéraires et les spécialistes de la pop culture estiment que Gwynplaine a certainement inspiré le personnage du Joker dans Batman. Un passage du Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris de 1844 évoque des mendiants mutilant les enfants pour exciter la charité publique, pratique qui probablement ne s'est jamais éteinte. Il s'occupe bien de nous, le monsieur. Il a l'air vraiment gentil. C'est Allah qui nous l'a envoyé, c'est un saint. On n'a pas le droit de parler aux autres, c'est interdit. Pourquoi ? Une âme charitable, que Dieu puisse accorder sa bénédiction à celui qui fait le bien autour de lui. Du reste, faire des handicaps a pu répondre à des critères de beauté. Pensons aux castrats, mutilés pour conserver leur voix d'angelot. Ou encore, en Chine, à la coutume des pieds bandés, interdite au XXe siècle. Elle résultait d'un fétichisme autour des petits pieds des femmes, mais le bandage causait de graves infections, 10% de mortalité et des estropiés à vie. Il privait les femmes de toute autonomie, incapables qu'elles étaient de marcher à leur aise, encore moins de courir. Pas d'escorte, ni manière, pas de nounou, ni de soucis, pas d'attitude parfaite. Comme les gentilles jeunes filles, ni petites chaussures. Terminons de manière plus légère avec Paul Scarron, auteur majeur de la première moitié du XVIIe siècle, malheureusement un peu tombé dans l'oubli de nos jours. La spondylarthrite ankylosante qu'il développe en 1638, à 28 ans, le laisse très handicapé, corps tordu, bossu et paralysé sur un fauteuil roulant. Notre homme est poète, dramaturge, romancier, satiriste à l'origine de pamphlets contre le cardinal Mazarin. Bougre bougrant, bougre bougré, bougre au suprême degré, bougre sodomisant l'état et bougre au plus haut carat, bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons, bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons. Son esprit, sa gaieté et son humour étaient connus de tout Paris. On se bousculait pour venir à ses salons littéraires. Paul Scarron a été le premier mari de Madame de Maintenon, dernière épouse de Louis XIV. Où prenez-vous que je vous accusais, ma chère? Je m'émerveillais seulement du beau mari que vous avez eu. Un gnome contrefait? Infirme, sans fortune, Scarron attirait chez lui la plus brillante société, car il avait, malgré ses souffrances, cette gaieté reconnue par tous, et cette finesse d'esprit que personne ne lui a contestée. Dans plusieurs de ses textes, il fait preuve d'une autodérision décomplexée. Le chemin de Marais. Revenez, mes fesses perdues, revenez me donner un cul. En vous perdant, j'ai tout perdu. Hélas, qu'êtes-vous devenu? Appui de mes membres perclus, cul que j'eus et que je n'ai plus. Au lecteur qui ne m'a jamais vu. J'ai eu la taille bien faite, quoique petite. Ma maladie l'a raccourcie d'un bon pied. Mes jambes et mes cuisses ont fait premièrement un angle obtus, et puis un angle égal, et enfin un aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre, et, ma tête se penchant sur mon estomac, je représente pas mal un Z.
Et dans son autobiographie, « Mon pauvre corps est raccourci, et j'ai la tête sur l'oreille. Ma poitrine est toute convexe. Enfin, je suis tout circonflexe. » Pour conclure, le statut de « monstre de cour » est chargé de nombreuses ambiguïtés. Certains Andis y trouvaient leur compte, d'autres se résignaient, se disant qu'à défaut d'autre chose, c'était une place professionnelle et un moyen de survivre. Les questionnements autour du fric vont se poser encore plus à partir du 19e siècle. Âge d'or du cirque et des monstrueuses parades. La spectacularisation du handicap, l'exhibition, ne sont-ce là que des humiliations, ou bien les concernés peuvent-ils en faire un moyen d'émancipation ? Comme on le verra dans le prochain épisode, la question est loin d'être vite répondue. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!